À la une de ce journal, coopération bilatérale. Le maire de Houston, Sylvester Turner, est en visite à Abidjan. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Koné Meïlé Tiemoko, a procédé à l'inauguration de l'usine de GCB Cocoa le vendredi 21 juillet à San Pedro. Fiscalité. Le cabinet AMDG renforce les capacités des professionnels. Et puis, distinction. La 10e édition des ASCOM célèbre les meilleurs communicateurs. Bienvenue, Madame, Monsieur, sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Intéressons-nous à la coopération bilatérale pour débuter cette édition. 2 mois après la visite à Houston de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, le maire Sylvester Turner est sur les terres ivoiriennes. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'État ivoirien et l'État américain pour le développement de la commune d'Abobo. Des visites de chantier, notamment celui du nouveau centre hospitalier universitaire, étaient à l'ordre du jour. Angèle Sémion et Ézéchiel Siri. C'est une visite d'amitié et de travail qu'effectue le maire de Houston, Sylvester Turner, sur les terres ivoiriennes. Il est 10 heures lorsque Sylvester Turner est reçu par son homologue Kandia Camara à Abobo sur le site en chantier du futur centre hospitalier universitaire. Ici, la maquette du CHU, bâtie sur une superficie de 18 hectares, lui est présentée. L'hôte et sa forte délégation déterminée continuent sa visite dans la commune avec pour destination prochaine le village est-ouest d'Abobo. Là, c'est dans une lieste populaire qu'il est reçu avant de prendre la direction du centre d'incubateur. Et enfin, faire le break à la mairie d'Abobo où il a manifesté son intérêt de s'impliquer dans le développement économique et social de la commune d'Abobo. Mais je voudrais aussi le remercier pour les visites qu'il a effectuées dans la commune et le remercier surtout pour la décision qu'il a prise d'accompagner la commune d'Abobo dans son développement. Donc il dit qu'il a pris bonne note de notre ambition, bonne note de nos projets, bonne note de nos préoccupations et que très bientôt il donnera suite à cela. La visite de travail du maire de la ville de Houston, Sylvester Turner, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les deux États et fait suite à celle de son homologue en date du 18 mai dernier. Nous restons toujours dans le cadre de la coopération bilatérale. Le maire de Houston n'est pas venu seul à Abidjan, il est venu accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires américains. Après avoir été reçu en audience par le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, la délégation a échangé avec le patronat ivoirien, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Au menu de leur échange, les opportunités d'affaires qu'offre la ville de Houston et la Côte d'Ivoire. C'était au siège de la CGC au Plateau. En l'absence du président de la CGC en visite de travail aux États-Unis, c'est l'un de ses vice-présidents qui a accueilli la délégation de 32 hommes d'affaires américains venus de la ville de Houston. Puis, chaque délégation a présenté les potentialités de sa contrée et ses avantages économiques. Pour la CGC, c'est le vice-président Eric Thiam qui a présenté le PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, aidé après par Moussa Kouyaté, qui lui a présenté le comité national de pilotage du partenariat public-privé. Quant à Andrew Aiken, il a présenté les potentialités de la ville de Houston. Puis, un panel a servi de cadre d'échange aux membres des différentes délégations qui, à la fin, se sont prêtés à nos questions. Ce que nous recherchons, ce n'est pas des gens qui viennent investir et partir, mais on veut la co-construction, co-investissement. C'est-à-dire des entreprises ivoiriennes qui s'associent à des entreprises américaines. Et donc, évidemment, ils sont venus, on sait que ce qu'il y a comme opportunité. La CGC va s'organiser aussi pour aller vers eux, de manière à ce qu'une fois qu'on leur a présenté toute la palette de possibilités qu'il y a, d'opportunités qu'il y a, dans tous les domaines possibles, ceux qui sont donc intéressés, on ira vers eux. La vice-maire a dit que la délégation de Houston est venue ici avec des membres de beaucoup de secteurs d'industrie. Nous avons un membre du centre pour la santé, pour le port. Et
nous savons qu'avoir une relation avec la Côte d'Ivoire, c'est très important. La Visme a dit aussi que la population africaine is growing. Parce que it's growing, c'est très important d'avoir ces connexions avec nos frères et avec nos sœurs ici dans le continent africain. La délégation américaine était conduite par Sylvester Turner, maire de la ville de Houston depuis 2016 et président des maires afro-américains des États-Unis. Houston compte environ 3 millions d'habitants et possède l'un des plus grands ports des États-Unis. C'était un reportage signé Philippe Zabo et Richard Akeke. Rendons-nous à San Pedro, une nouvelle exceptionnelle pour le secteur de la transformation. Le vice-président de la Côte d'Ivoire a procédé à l'inauguration de l'usine de GCB Cocoa le vendredi 21 juillet. Installée à San Pedro, elle a coûté environ 46 milliards de francs CFA et va transformer 60 000 tonnes de fèves de cacao par an. Mon désir Nascimento pour le compte rendu. C'est la plus grande usine de transformation de fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Elle est installée dans la ville balnéaire de San Pedro par la société GCB Cocoa, le numéro 4 mondial dans le secteur de broyage de cacao. Son coût, 46 milliards de francs CFA et sa capacité n'est pas des moindres. Elle va transformer 60 000 tonnes de fèves de cacao par an. Un défi pour créer davantage de valeur ajoutée à la chaîne de production de fèves, mais aussi créer de l'emploi. L'initiative est fort appréciée par l'État ivoirien. En témoigne la présence du vice-président de la République et une forte délégation du gouvernement de Côte d'Ivoire. À l'occasion de l'ouverture de l'inauguration officielle de notre usine, nous sommes une société citoyenne. Nous voulons accélérer le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Être dans le cacao nécessite la présence en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir investi 46 milliards en Côte d'Ivoire et d'avoir contribué au développement industriel de la Côte d'Ivoire et surtout de San Pedro, avec tous les jeunes de San Pedro que nous avons recrutés pour travailler dans notre usine. Cette usine est très importante. Elle fait partie des 14 usines qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui et qui transforment des fèves de cacao. Le processus va continuer à s'accélérer. C'est donc un grand bonheur pour nous quand une nouvelle usine s'installe comme celle-là. Nous demandons aux opérateurs économiques, aux investisseurs qui sont dans la filière café cacao de venir transformer sur place. La Côte d'Ivoire a offert et continue d'offrir les meilleures conditions d'investissement. Cette magnifique unité industrielle s'inscrit dans la parfaite vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'accélérer la politique d'industrialisation de notre pays à travers notamment une transformation accrue de nos produits agricoles en vue de générer des emplois massifs et stables pour notre jeunesse. Je félicite le président directeur général du groupe, M. Brandon Tay, d'avoir choisi notre pays pour la réalisation de ce projet. En marge de cette inauguration et en tant qu'entreprise citoyenne, GCB Cocoa a fait don d'une ambulance médicalisée flambant neuve, des vivres et non-vivres à la population de la deuxième ville portuaire. De retour à Abidjan, intéressons-nous à une note sur la formation. Le cabinet de conseil juridique et fiscal AMDG, conseils fiscaux, a tenu une session de formation à l'endroit des professionnels de la finance et de la comptabilité publique et privée. Le but était de renforcer leurs capacités sur la préparation et la gestion du contrôle fiscal. Walter Kofi et Doumbia Yuba. Ils étaient une vingtaine de participants à prendre part à un atelier de formation sur la préparation et la gestion du contrôle fiscal. Une formation dispensée par AMDG, conseils fiscaux, un cabinet spécialisé sur les questions de fiscalité et en conseil juridique.
Il s'agissait pour les formateurs de AMDG d'outiller les participants, notamment financiers, fiscalistes et comptables, sur les moyens de procéder à un bon contrôle fiscal, et cela dans l'exercice de leurs fonctions. Je veux dire, en termes de défi, déjà, la fiscalité elle est incontournable. Une entreprise qui s'installe va forcément avoir des obligations fiscales, aussi bien des obligations déclaratives que des obligations de paiement. Parce que sinon, on se rappelle, la fiscalité est la première source de financement du budget de l'État. Et donc, c'est ces ressources que l'État va collecter auprès des contribuables qui lui permettent d'exécuter sa politique sociale, économique et d'investissement. Donc, c'est la première source de financement de l'État. C'est pour ça que c'est capital pour les entreprises de savoir quelles relations elles auront avec l'État de ce point de vue-là. Et si vous voulez, notre rôle, donc, c'est d'accompagner les entreprises dans la compréhension de ces textes qui ne sont pas toujours d'approche aisée, pour leur dire exactement quelles sont leurs obligations et qu'elles doivent faire pour satisfaire à ces obligations-là. Une formation appréciée par les participants qui ont eu l'occasion de renforcer leurs capacités et d'apprendre les secrets de la fiscalité. Il m'a paru important, en ma qualité de chef de département juridique et fiscal, de pouvoir maîtriser un peu tout ce qui concernait le contrôle fiscal dans le cadre du département que je dirige, parce qu'il s'agit pour nous de pouvoir déterminer, établir un tableau concernant les contraintes fiscales et l'environnement fiscal. Il faut préparer de manière efficiente son contrôle, c'est-à-dire les juristes, les fiscalistes, les comptables, tous les corps de métier ainsi dans l'entreprise doivent aider à préparer les différents contrôles fiscaux. Rappelons que AMDG Conseils Fiscaux est un cabinet de conseil juridique et fiscal établi à Abidjan, Côte d'Ivoire. La société est à l'initiative de plusieurs formations, dont la plus récente était en faveur des PME et avait pour thème la faveur fiscale accordée aux PME en Côte d'Ivoire. Parlons de distinction. Comme annoncé lors de l'édition 2022, la 10e édition des ASCOM s'est tenue à Abidjan le jeudi 20 juillet 2023. Elle s'est voulue un rendez-vous pour mettre résolument le cap sur la formation, l'esprit d'innovation et le sens de l'audace. Cette édition a permis d'une part d'échanger à cœur ouvert avec Denise Epoté, mais aussi de distinguer les acteurs non connus qui se démarquent de par leur ingéniosité. Le commentaire de Mondésir Nascimento. L'auditorium de la CRAE Archicom le 10 juillet 2023. La raison, l'heure de la grande trouvaille annuelle des communicateurs a sonné. Et pour célébrer cette rencontre, un invité de marque a été convié. Son nom, Denise Epoté. Elle est directrice distribution, marketing et commercialisation de TV5 Monde et PCA de TV5 Monde, USA et Amérique latine. C'est elle qui va planter le décor avec le thème central de la rencontre, notamment les relations publiques au cœur de la croissance. Un thème qui permettra, selon Michel Russell-Lauré, fondateur des ASCOM, d'inciter les entreprises, institutions et collectivités à intégrer les relations publiques dans leurs performances. Nous avons décidé de mettre cette thématique au cœur de la 10e édition pour pousser les entreprises, les institutions, les collectivités à repenser leur stratégie de développement et les inciter simplement à intégrer les relations publiques dans la quête des performances. Le dialogue, les relations publiques lèvent les malentendus et puis c'est l'essence même de la société. Le public, c'est comment voulez-vous exister sans public ? Donc le public doit être au centre de votre stratégie de communication. La 10e édition des ASCOM a permis à la traditionnelle cérémonie des ASCOM Awards de distinguer des agences, des entreprises, des professionnels et des personnalités qui montent la voie pour que le métier de la communication continue de vivre et de faire des émules en Afrique. Le Conseil national du dialogue social, CNDS, a célébré ses 15 ans d'existence dans le domaine de la régulation et de la veille sociale. Créé en novembre 2007, le CNDS
a depuis lors servi de cadre de consultation et de médiation permanente entre gouvernement, employeurs et travailleurs sur des questions de toute nature en lien avec le travail. La célébration a donc permis au CNDS de marquer un arrêt stratégique afin de mieux appréhender les défis futurs. Jouer le rôle de gardien de la paix sociale à travers le dialogue entre gouvernement, employeurs et travailleurs, c'est une mission réussie par le Conseil national du dialogue social en 15 ans d'existence. À travers le thème « Dialogue social, réalité, défis et perspectives », le CNDS a donc marqué un arrêt ce jeudi 20 juillet pour célébrer l'événement. Une manière pour le Conseil d'apprécier sa place actuelle et future dans le maintien de la paix sociale. Et cette place est loin d'être négligeable au vu des réalisations du Conseil. Le CNDS a réussi un coup de maître avec la revalorisation des salaires, mais surtout la signature des trêves sociales 2017-2022 et 2022-2027. Je suis heureux d'abord que le CNDS puisse fêter 15 ans. 15 ans dans la vie d'un homme, c'est rien. Mais dans la vie d'une institution, c'est beaucoup. Parce que chaque jour, il faut remettre l'ouvrage sur le métier quand il s'agit d'une institution comme la nôtre. Parce que le dialogue social est un processus qui commence, mais on ne sait jamais où ça se termine. Même si les défis sont nombreux, n'empêche que beaucoup a été fait par le CNDS en 15 ans. De toute évidence, en ce qui concerne les rapports entre ce triptyque-là, on a relevé beaucoup de satisfactions. Et il est évident qu'après avoir relevé ces satisfactions, il faut se donner des caps. Chacun des participants est reparti avec les rapports d'activité du CNDS. Organe tripartite créé en novembre 2007, le CNDS poursuit une seule mission, promouvoir le dialogue social en Côte d'Ivoire. Le 41e congrès du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire a été lancé récemment à son siège d'Abidjan. La cérémonie solennelle a été marquée par la signature d'une convention du projet immobilier de location-vente entre le SNEP-CI et l'entreprise immobilière Anjou. Le reportage est signé Michel Brou et Doumbia Ayuba. Le 10 et 11 août 2023 se tiendra le 41e congrès du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. C'est l'information qui a été donnée au siège social de cette organisation syndicale par son secrétaire général. L'hymne du SNEP-CI a ouvert la cérémonie du jour qui a réuni les délégués et membres du bureau exécutif. Le secrétaire général du syndicat, après avoir dévoilé les deux thèmes de ce rendez-vous, a aussi souligné l'importance de la seconde phase de la cérémonie, marquée par la signature du contrat de partenariat entre le SNEP-CI et l'entreprise immobilière Anjou. Un partenariat qui permettra de faciliter l'accessibilité au logement des fonctionnaires et membres du SNEP-CI. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour deux événements phares. Nous nous retrouvons pour le lancement officiel du 41e congrès de notre organisation syndicale et puis la signature de partenariat d'un projet immobilier pour nos militants, pour nos mandants. Ce projet immobilier était très attendu par tous et avec notre promoteur, Madame Anjou Immobilier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour signer ce partenariat avec des caractéristiques précises pour ce projet. Nous proposons plusieurs possibilités. Voilà. Nous leur offrons des maisons à bas prix et différents types de maisons pour permettre à chacun de pouvoir s'acquérir une maison et de pouvoir aussi demain penser aux enfants, aux petits-enfants. Le 41e congrès du SNEP-CI, qui se tiendra du 10 au 11 août 2023 à son siège social de Yopougon, attend plus de 500 délégués de cette organisation syndicale qui élira son secrétaire général. La signature de l'accord de partenariat avec Anjou Immobilier témoigne de la volonté du syndicat à mener des actions pour l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Les Sœurs Unies de la rue Grégoire de Gonzagueville ont célébré la fête des mères dans leur quartier. Cette fête a servi de prétexte pour présenter leur bureau aux invités et introniser leur présidente et surtout parler de leur autonomisation
Tout cela devant leur parrain qui n'a pas manqué de leur donner des conseils. Philippe Zabo. Entraide, développement, solidarité et autonomisation. Voici les maîtres mots qui guideront Touré Fanta, la présidente des Sœurs Unies de Gonzagueville, rue Grégoire. Elle a fait savoir. Elle a fait savoir, après son intronisation et la présentation des membres de son bureau à ses invités lors de la célébration de la fête des mères dans son quartier. Tout d'abord, je suis très contente de me voir parmi toutes ces femmes-là et puis avoir un parent comme Edjampan. Nous avons une caisse de solidarité. Nous cotisons. Avec ça, nous faisons des dons aux veuves. Et puis, aller aussi de l'avant, voilà, être autonome. Cette fête a été aussi le moment pour les invités et surtout le parrain de prodiguer des sages conseils à la présidente et à son bureau. Je voudrais leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont une mission qui va au-delà de Gonzagueville. Ça va au-delà de Port-Boué. C'est pour la Côte d'Ivoire entière. Et moi, personnellement, je compte sur eux pour mener à bien cette mission. Lorsque les femmes se réunissent, le président des parents de la ville, son organisation, doit être là pour les accompagner et les encourager à aider leurs enfants à aller vraiment à l'école, à être studieux et à réussir pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Les Sœurs Unies de Gonzagueville, rue Grégoire, sont pour le moment une centaine. Elles ont pour ambition de fédérer toutes les femmes de Gonzagueville à leur association. Et terminons ce journal en nous rendant à Boaké. Depuis février de cette année, Dr Boubacar Mané est le directeur général d'Africa Rice. Pour entretenir les relations de bonne entente, il a entrepris une série de visites des communautés voisines de l'institution de recherche risicole basée à Mbé, non loin de Boaké. Pour le nouveau patron d'Africa Rice, il s'agissait de rencontres de courtoisie et d'échanges pour s'imprégner de leur réalité. Emmanuel Bonzo pour le compte-rendu. C'est une collaboration et un partenariat de longue date qu'il faut entretenir avec les communautés riveraines d'Africa Rice. C'est cela qu'a tenu à réaffirmer auprès des populations le nouveau directeur général du complexe de recherche basé à Mbé, à une trentaine de kilomètres de Boaké. Dans les échanges, Dr Mané Babouka s'est dit heureux de l'entente parfaite qui a toujours régné entre les animateurs du centre et les villages environnants. Par ces visites, il s'agissait surtout pour lui de s'imprégner de leur réalité et de leur exprimer toute sa ferme volonté de parfaire les relations avec les communautés. La relation que moi j'aimerais bien avoir avec les villages voisins d'Africa Rice, c'est vraiment un partenariat très fort. Donc là, je l'ai bien dit que s'ils ont des préoccupations ou bien là où ils pensent qu'Africa Rice pour les appuyer, il ne doit pas hésiter là pour vraiment s'approcher à nous et on va discuter pour voir ensemble comment résoudre et adresser leurs préoccupations. Dans le cadre de ces activités, Africa Rice occupe un espace de 700 hectares consacré à la recherche risicole et comprenant des fermes expérimentales, des laboratoires et une banque de gènes de classe mondiale. Autour du complexe gravitent des communautés issues des villages de Yabobo, Tabako, Misron, Kwakro et autres que l'institution de recherche assiste et appuie en termes de formation, d'encadrement et de soutien matériel. Des accompagnements que les populations voudraient voir se renforcer avec le nouveau patron d'Africa Rice. Donc nous demandons vraiment à ce que vraiment Africa Rice puisse faire des champs d'école sur nos parcelles pour que des paysans peut-être d'autres pays et de la Côte d'Ivoire viennent voir ces champs. Monsieur le DG, je veux que tu m'aides. Parce que le riz que je fais, je n'arrive pas à trouver l'engrais suffisamment pour mettre en bas de riz. Donc actuellement, tu es venu, je suis très contente de vous. À titre d'information, le docteur Babouka Mané est de nationalité gambienne et dispose d'une solide expertise en matière de sélection végétale et de système semencier. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité.